Je vais vous parler aujourd'hui par rapport aux tréponématoses humains et non humains, plus précisément syphilis, et par rapport au paradigme d'origine de syphilis chez les humains. Bon, je parlais tout de suite que c'est tréponema pallidum, qui appartient à la famille de Spirochelotres, toutes les bactéries en forme spirale assez intéressantes, et de toutes les autres bactéries. Tréponème, on peut dire, je dirais pas des milliers, mais au moins des centaines d'autres espèces de génotypes qui ont connu mais jamais été décrites. Parmi ça, il y a très peu de pathogènes, la plupart c'est la cellulose. Et sinon, parmi les parce que il y a trois sous-espèces de cette bête, donc sous-espèce pallidum, c'est l'agent du syphilis, Treponema pallidum, mais je vais en parler un peu plus tard. C'est les souches très intéressantes. L'infection expérimentale chez l'homme qui a un lien direct avec notre sujet d'aujourd'hui. En plus, entre autres, c'est en quelque sorte un suiveur de son activité à la fac. Et nous constatons bien que Erickets et Provazek, ils sont tous les deux morts de rickettséose. Les staves dorés de deux personnes de chez vous et les souches de staves dorés vont être... C'est très important. Très important, mais syphilis, je ne veux pas vous dire. Principalement, pas si grave que syphilis, dont il n'y a pas de transmission de mère à enfant, a priori, lésions profondes de la peau et des lésions osseuses. Et l'autre, bien évidemment, c'est non vénéen, la transmission est par contact. Assez souvent, c'est entre guillemets, imaginez le football chez les enfants aux pays tropicaux, ils se croisent beaucoup avec les jambes, ils se touchent, et donc une transmission entre les jambes, les lésions sur les jambes des enfants et qui jouent en football, par exemple, c'est ça le tableau classique de transmission de pian, par exemple. Alors, les théories. Il y a trois théories. Théorie colombienne, pré-colombien et unitarien. Première, c'est classique. Christophe Colomb est arrivé et a mené cette maladie d'Amérique du Sud, plus précisément en République dominicaine, lors de son premier retour de son premier voyage. Puis la guerre de Naples, maladie gauloise ou maladie française, comme dit aux autres langues étrangères, et Fracastoro qui a décrit cette épidémie en forme de son poème. Deuxième théorie, qui n'est pas si actuelle à ce moment-là, c'est pré-colombien. Cela veut dire que ça existait toujours. On voit les lésions osseuses qui existent partout, toujours, et donc ça existait toujours. C'est juste une épidémie au temps de la guerre de Naples et qui a mis en évidence cette maladie qui existait toujours. Et la théorie plus oubliée de trois, théorie de Hudson, unitarienne, c'est la théorie qui dit que, en gros, les bêtes sont absolument pareilles. Et c'est juste les conditions hygiéniques, sociales et climatiques qui changent les tableaux cliniques exprimés ou non à telle ou telle personne. On parlait un peu plus tard, mais la théorie moderne qui a réellement le droit d'existence, c'est la théorie qui est sortie de la théorie de Christophe Colomb, quand même. Je fais une petite publicité de l'article de ce monsieur. C'est l'article à la base surtout des données archéologiques, paléopathologiques, les lésions osseuses de tout, c'est une revue. A priori, la théorie courante de l'origine de syphilis, c'est la théorie de l'existence de tréponématoses en forme clinique de pian chez Homo erectus au Kenya, au Tanzanie, qui a voyagé avec l'homme à peu près partout, en Afrique, en Asie, qui a, il y a 30 000 ans, traversé l'étroit de Bering et disséminé en Amérique du Sud, où, a priori, on ne connaît pas trop parce que c'est très difficile de dire, mais a priori, minimum 2000 ans, il y avait une certaine révolution, apparition de clones,
de clones de syphilis moderne, parce que toutes les souches de syphilis moderne sont quasi identiques. Ces maladies, c'est un autre exemple de maladie clonale. A priori, à la base des lésions osseuses disponibles, qui existaient minimum 200 ans avant l'arrivée de Colomb en République dominicaine, et Colomb a ramené un nouveau clone, un clone épidémique, qui a donné la maladie qu'on connaît maintenant comme syphilis en Europe, et donc j'ai une petite explosion qui a recolonisé le monde deuxième fois historiquement sous la forme de syphilis. Donc drépanomatose est comme ça. Par contre, on revient à nos moutons, maladie la souche de Fribourg blanc. Pourquoi c'est si intéressant? Pourquoi il faut mémoriser, par moi, hein, ce que je pense, pourquoi il faut mémoriser ce nom-là et ces deux souches? Parce que probablement ça va changer la théorie, au moins légèrement, changer les théories que je viens de vous présenter. En 1969, André Fribourg blanc avec Mollaret, en travaillant avec les babouins importés à partir de la Guinée et du Sénégal à Paris, je ne sais pas pour quelle raison, malheureusement personne ne peut me répondre à cette question, pourquoi ils ont décidé de faire un dépistage sérologique contre syphilis de singe. Donc, il n'explique pas dans ces travaux-là, et personne ne peut dire pourquoi ils ont décidé de faire ça, mais quand même, malgré tout, c'était une décision extraordinaire. Ils sont tout d'abord en 63 trouvés que, style 30 ou 50% des babouins et des singes verts d'origine de l'Afrique de l'Ouest sont fortement positifs sérologiquement contre syphilis. Et ils sont finis par l'isolement, ce qui est vraiment très intéressant, très difficile à faire déjà, et très intéressant, de la souche qui porte le nom Fribourg blanc, à partir d'un ganglion poplité d'un babouin sain. Bon, ganglion était aussi sain, il n'est pas inflammé ou quoi que ce soit, d'après eux. Et bon, ce qui est plus intéressant pour nous en ce moment-là, que zéro signe clinique, quoi que ce soit, ont été décrits chez les singes, surtout les babouins et singes verts, à l'époque de Fribourg blanc. Alors cette souche-là, comme dit, c'est non classifié, mais probablement, et c'était à l'époque, c'était les données de l'époque pour l'instant, je veux dire les choses plus intéressantes maintenant, plus proche à la souche, à la sous-espèce de Pian. Ça a été isolé à partir de babouins, probablement existe aussi en Afrique de l'Est et centrale, à la base de sérologie, et c'est pathogène pour les hamsters et pour les ragots lapins, merci. Mais, à 71, il y a cet article. Cet article, j'imagine que c'est probablement un dernier article dans le monde qui reporte l'expérimentation sur l'homme. Donc c'est un projet Caracas, encore une fois, même les Sud-Africains j'arrive pas à avoir plus de données que ça, que dans l'article, pour telle ou telle raison. À Caracas, à l'époque, on ne sait pas quand, parce qu'il n'y a pas de données, minimum 13 personnes ont été expérimentalement infectées, 6 personnes par Treponema pallidum, souche Fribourg blanc, 6 par Pian et 1 par Pinta. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui sont les gens. Il y a, bien évidemment, il n'y a pas d'avis de comité d'éthique de l'époque, ni même de l'avis de personnes infectées. Et on ne sait pas est-ce qu'ils ont été. J'ai entendu un écho comme quoi c'était les prisonniers, mais je n'ai pas de confirmation officielle. Voilà. Dans tous les cas, grâce à cet article, on connaît que le tréponème de Fribourg blanc est pathogène pour l'homme. Au moins, on ne parle pas, parce que c'est l'article qui est fait par les ophtalmologues, au niveau ophtalmologique, il y a des lésions et même des tréponèmes vivants au lieu de humeur aqueuse, oui, on dit. Voilà. Avec les descriptions même des cas. Des cas, par exemple, un cas d'une femme de 25 ans qui a été quand même bien infectée, infectée expérimentalement par cette tréponème. Ça reste pour l'instant, ça reste une énigme et probablement un des derniers articles d'expérimentation sur l'homme. Alors,
On va laisser maintenant cette formation pour revenir à nos projets en Afrique. En 2 mots, en 2015, on a lancé un petit projet. L'idée d'origine, c'était la possibilité d'intégration de virus SIV chez le génome de singe vert. Et un mot préféré de Didier Raoult, sérépindité. Voilà, on trouve ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on trouve ça? D'ailleurs, pour étudier l'intégration du génome SIV dans le génome de singe vert, on était obligé de recueillir le sperme. En recueillant le sperme, on trouve ça. On dit, le pauvre singe, il est affecté par quelque chose de bizarre, étrange, c'est probablement un cancer de pénis, là. Mais quand quasiment tous les mâles portent ça sur leur pénis, ça veut dire qu'il y en a quelque chose de bizarre. Bon, bien évidemment, sérologiquement, les singes sont bien positifs contre syphilis. On a des tréponèmes vivants par Wartin-Starry dans les biopsies de verges. Et voilà, les génomes, on a pu même séquencer les génomes. Les génomes, tout regroupe autour de souches Fribourg blanc. Et tous sont à 2 pas de Pian et pas très loin de syphilis et de Bidgel. Alors, quelles sont les questions qu'on peut retirer d'ici? C'est sûr qu'en ce moment-là, on voit l'épizootie chez les singes verts et babouins de Guinée en Afrique de l'Ouest. Épizootie clinique, ça c'est pas nos photos, mais c'est photos de nos collègues, des singes qui ont les lésions qui sont très 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 compatibles, je dirais pas du syphilis ou du Pian, mais pour moi c'est des gommes syphilitiques. Après, c'est un peu difficile, mais si on voit d'un côté les chancres sur les verges des singes, dans la transmission vernérienne, plus vraisemblablement les gommes syphilitiques, c'est plutôt cliniquement syphilis des singes que Pian, bon, pour moi. Qu'est-ce qu'on voit? Les lésions comme syphilis chez les singes, qui est tout à fait compatible avec le tableau clinique humain. On voit que vraisemblablement cette bactérie, cette souche-là, existe à peu près partout en Afrique, au moins en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Et c'est l'agent qui est probablement très proche à Fribourg blanc. Et en plus, vraisemblablement, le tableau clinique a été, nous ne sommes pas les premiers qui ont fait, mais c'était à peu près récemment. Depuis la première observation, je crois que c'était en 2015, par l'équipe de Fabien Lendertz, qui ont reporté les lésions réelles chez les singes, vraisemblablement quelque chose qui s'est passé il y a 600 ans, il y a 2000 ans en Amérique du Sud, avec l'apparition de clones spécifiquement pathogènes qui a amené la transformation de Pian en syphilis. Probablement quelque chose égal se passe en ce moment-là chez les singes qui ont vraisemblablement porté la bactérie Fribourg blanc, la souche de Streponema pallidum Fribourg blanc, qui n'était pas probablement si pathogène parce que personne, ni Fribourg blanc et Mollaret, ni plusieurs primatologues depuis, n'ont pas retrouvé les lésions et qui s'est transformé pour telle ou telle raison dans quelque chose de pathologique qui donne les tableaux cliniques compatibles à syphilis humain. Donc il y a quelque chose qui s'est passé et ça c'est encore à découvrir. Voilà, ça c'est les données un peu... Je t'ai passé. Ouais, je dois rien dépasser, désolé. Voilà, juste un petit tableau, c'est un arbre phylogénétique automatique généré, donc ça, c'est notre souche de singe, syphilis qui est quasiment clonal, Pian et Bidgel. Donc ça, vraisemblablement, que nos souches là sont quand même à l'origine de toutes les souches pathogènes de l'homme, vraisemblablement, à l'origine de trépanomatose humain, il y a un trépanomatose des primates, qui est sorti probablement avec l'homme après, distribué, transformé en Pian, Bidgel et syphilis. Donc, vraisemblablement, c'est un autre exemple de maladie zoonotique qui se transformait en maladie quasiment anthroponotique. Voilà. Merci.